Nous ne jouons pas à une version officielle de D&D, mais à un système maison créé par notre MJ dans son propre univers qu'il fait évoluer depuis longtemps. C'est probablement la cinquième campagne dans la même chronologie. Nous jouons presque toutes les semaines, environ 5 heures par session, donc tout ce que je vais raconter s'est étalé sur plusieurs mois en temps réel. Dans cette campagne, je joue un magicien. C'est déjà mon quatrième personnage. Deux de mes précédents personnages sont morts et j'en ai retiré un volontairement parce que ça faisait sens scénaristiquement. Celui-ci devait être le personnage sur lequel je pouvais enfin m'investir sur le long terme. Assez tôt dans la campagne, le groupe a mis la main sur un puissant artefact magique lié à un ancien dieu du feu. Dans ce système, les personnages naissent sous des signes spécifiques qui donnent des bonus uniques et dans lesquels les joueurs investissent des points à la création. Cet artefact était clairement lié à un signe précis et à ce dieu du feu. Le MJ et le groupe m'ont suggéré de créer un mage de feu né sous ce signe. Le groupe avait besoin d'un personnage à gros dégâts. L'artefact était censé chercher quelqu'un comme ça, et narrativement, c'était une accroche très forte. J'ai joué le jeu à fond. J'ai construit tout mon personnage, background, croyances, objectifs à long terme, autour de la magie du feu, de l'artefact et de la quête de vérité sur ce dieu du feu. En jeu, le groupe m'a même offert l'artefact parce qu'il collait parfaitement à mon personnage. Dès la toute première session avec ce personnage, nous avons rencontré un PNJ extrêmement puissant, déjà apparu dans de précédentes campagnes. Une vieille femme qui ressemble à une sorcière de conte de fées. Elle est connue pour avoir accompli de grands biens comme d'atroces horreurs. Elle aurait inventé l'alchimie il y a des millénaires et elle collectionne les artefacts magiques puissants. Mon personnage, lui, ne savait rien de tout ça, seulement des rumeurs vagues disant qu'elle était dangereuse. Sa toute première interaction avec nous a été de m'exiger l'artefact. Mon personnage a refusé. Elle a affirmé que l'artefact était trop dangereux pour des gens faibles et a dit qu'elle allait nous mettre à l'épreuve. Hors jeu, j'ai dit au groupe que je ne voulais pas perdre l'artefact immédiatement, puisque tout mon personnage était construit autour. Mais je ne voulais pas non plus provoquer un TPK. J'ai dit qu'ils décident ensemble et que je m'adapterai. Nous avons accepté l'épreuve, et nous avons échoué. Après l'échec, j'ai dit explicitement en jeu qu'elle pouvait prendre l'artefact. Le MJ a ignoré ça et a simplement fait partir le PNJ. Plus tard, hors jeu, le MJ m'a expliqué que j'aurais dû lui donner l'artefact plus tôt parce qu'elle m'aurait donné autre chose à la place. Ça m'a déjà semblé profondément injuste parce que je n'avais aucun moyen de le savoir et que je roleplayais strictement selon les informations de mon personnage. La campagne a continué et des choses étranges ont commencé à se produire dans le monde. Le soleil lui-même s'est mis à brûler les gens et plus une personne était pécheresse, plus elle souffrait. Dans cet univers, la lumière n'est pas simplement le bien, la lumière juge tout le monde. Le péché ne correspond pas automatiquement à des actes mauvais, il représente à quel point quelqu'un est proche des ténèbres et de l'influence démoniaque. Tout le monde a des péchés, et en avoir ne fait pas automatiquement de quelqu'un un être mauvais. En voyage, nous avons croisé un groupe escortant une femme gravement brûlée par le soleil. Elle avait l'air d'une simple villageoise. Pris de compassion, mon personnage lui a donné un anneau magique pour l'aider à survivre. Après du roleplay et des discussions, mon personnage a proposé de passer la nuit avec elle. Avec tout ce que mon personnage savait, c'était normal et consensuel. Quelques jours plus tard, il a été révélé à un autre membre du groupe, pas à moi, que cette femme était en réalité une cultiste démoniaque qui portait une succube. La nuit passée ensemble était un rituel et j'avais été infecté. Mon personnage ne le savait pas, et moi non plus en tant que joueur. Tout laissait penser qu'il ne s'agissait que d'une malédiction. Plus tard, un puissant serviteur de la lumière nous a rencontrés et a apposé un sceau sur moi. On m'a dit, et je l'ai cru, que ce sceau contenait la corruption en moi. De mon point de vue, j'étais maudit, pas possédé. Pendant tout ce temps, en toile de fond de la campagne, j'essayais constamment d'en apprendre plus sur mon dieu du feu et sur l'artefact autour duquel mon personnage était construit. On jouait presque toutes les semaines, 5 heures par session. Je faisais des recherches, je posais des questions, je parlais au PNJ dès que possible. Pendant très longtemps, je n'ai obtenu quasiment aucune information utile. Ce n'est que bien plus tard qu'un PNJ archéologue m'a enfin donné quelques éléments. Et à ce moment-là, j'étais déjà très frustré. Finalement, nous sommes entrés dans un donjon fortement lié au feu et aux dieux anciens. À l'intérieur, nous avons vaincu un ennemi puissant qui s'est révélé être le champion d'un autre dieu du feu. Ce dieu a proposé à l'un d'entre nous de devenir son champion. J'ai refusé parce qu'accepter aurait complètement détruit toutes les motivations de mon personnage. Avant le combat final, le MJ m'a suggéré hors jeu de demander à mon dieu de renforcer mes flammes. Pendant le combat, l'ennemi s'est révélé être un élémentaire de feu et la magie de feu fonctionnait à peine. J'ai prié mon dieu et utilisé une capacité extrêmement puissante accordée par mon signe. Une capacité dans laquelle j'avais massivement investi à la création. Le MJ a décrit le feu comme impitoyable et mon propre sort a fini par tuer mon personnage. Je n'ai survécu que grâce à une mécanique de sauvetage utilisable une seule fois. Après cette mort, mon personnage a vécu une scène symbolique.
deux chemins s'offraient à lui. L'un était lumineux, familier, associé à la lumière. L'autre ressemblait à un chemin de feu, de magma et de volcan. Le feu avait toujours été l'identité de mon personnage, donc j'ai choisi ce chemin-là. Après que le groupe ait vaincu l'élémentaire, mon personnage est ressuscité à partir de son cœur. À ce moment précis, on m'a annoncé que le sceau de lumière s'était brisé et qu'à cause de ça, mon personnage était devenu une personne mauvaise. Dans ce monde, ça ne signifie pas seulement moralement imparfait, ça veut dire plus proche des ténèbres et des démons. Ça m'a profondément dérouté. De mon point de vue, mon personnage n'avait jamais fait quoi que ce soit de volontairement mal. Il avait aidé les gens, refusé des offres sombres et agi selon ce qu'il croyait juste. Au même moment, presque tous mes objets magiques ont été détruits, y compris l'artefact original autour duquel tout mon personnage était construit. En échange, j'ai gagné des bonus liés au feu extrêmement puissants, comme une immunité totale. Mécaniquement fort, oui, mais le cœur de mon personnage avait disparu. Après ça, mon dieu a exigé une preuve de dévotion. Ce n'était pas explicitement forcé par le MJ, mais il était clair qu'un sacrifice significatif était attendu. Tuer un innocent ou trahir un membre du groupe n'était pas une option pour mon personnage. Mon personnage a donc eu l'idée de s'arracher un œil et de le jeter dans la lave en offrande. J'ai hésité en jeu pour laisser au groupe une chance d'intervenir. Ils ne l'ont pas fait. Je suis allé jusqu'au bout. Pendant un court moment, les choses ont enfin semblé se stabiliser. Nous sommes entrés dans un autre donjon, une ancienne cité naine attaquée par des créatures de feu. Il y avait un tunnel par lequel elles arrivaient, et comme j'étais immunisé au feu, j'étais le choix le plus évident pour y entrer en éclaireur. Je suis passé et j'ai découvert un portail menant au royaume du feu. J'ai eu le droit de poser une question à mon dieu. J'ai demandé ce qu'il attendait de moi. La réponse était vague et dérangeante. Il m'a dit de croire en lui, mais pas en ce qui prétendait le représenter. Quelque chose est alors sorti du portail. Je suis revenu en courant pour prévenir tout le monde. Un énorme sort de feu a jailli du tunnel. Le groupe l'a évité. Moi non. Une fois encore, tout mon équipement a été détruit par le feu. Pas parce qu'il était maudit, pas à cause de la possession, juste parce qu'il a brûlé. Et encore une fois, ça n'est arrivé qu'à mon personnage. J'ai reconstruit tout mon équipement sur mon argent personnel, une nouvelle fois, pour pouvoir continuer à jouer. Ce n'est que plus tard, quand nous avons enfin atteint un monastère de lumière, que la vérité a éclaté. Les clercs ont révélé que je n'étais pas simplement maudit, j'étais entièrement possédé par un démon. Les objets que je portais étaient eux aussi corrompus. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair. Ma corruption influençait tout depuis le début. Un exorcisme était nécessaire. Il a duré 3 années en jeu. Pendant ce temps, le reste du groupe a pu s'entraîner et obtenir des bonus mécaniques. Moi, je n'ai rien gagné. On m'a dit que je devrais déjà être reconnaissant que mon personnage ait survécu. Après l'exorcisme, tous mes objets magiques ont de nouveau été détruits, sauf un. Mon personnage a aussi profondément été transformé. Après des années sous le jugement de la lumière, il lui est devenu dévot. Et il est désormais probablement sur la voie pour devenir prêtre. Ce n'est qu'à la toute fin que j'ai appris la vérité ultime. Le choix que je croyais être la lumière contre le feu n'avait jamais été celui-là. C'était en réalité la lumière et le ciel contre les ténèbres et l'enfer. Le démon en moi avait délibérément déguisé l'enfer sous l'apparence du feu, sachant que le feu était l'identité même de mon personnage. En choisissant ce chemin, je ne m'étais pas rapproché de mon dieu, je m'étais, sans le savoir, rapproché du démon. Aujourd'hui, le mage de feu que j'avais créé à l'origine, construit autour d'un ancien dieu du feu et d'un artefact puissant, est devenu une figure religieuse alignée sur la lumière, affaiblie, sans équipement, tandis que le reste du groupe est mécaniquement bien plus fort que moi. Quand j'essaie d'exprimer à quel point tout ça est frustrant, le MJ me répond que je chouine et que c'est comme ça que l'histoire devait se dérouler. À ce stade, je me sens complètement épuisé et à 2 doigts d'arrêter. Alors, est-ce que je suis ingrat de ressentir ça, ou est-ce que mon MJ est injuste ? Top, je reçois une nouvelle vidéo chaque semaine, vidéo qui me fait sourire car elle parle de mon hobby préféré, le JDR, traitant souvent des histoires étonnantes ou révoltantes. Elle analyse les dynamiques de table, parfois sous un angle original mais toujours pertinent. Elle accepte avec bienveillance que nous ne soyons jamais tous d'accord, tout en rappelant que nous partageons la même passion. Et si vous aimez rire, réfléchir et partager votre passion du JDR comme moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je suis abonné à Rôdeur Perdu, oui, 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 oui. Ou à défaut, juste un petit clic sur le like, moi ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Avant d'enchaîner sur une deuxième histoire what the fuck sur le même thème, on va répondre à la question de l'auteur. Est-ce que son sentiment d'injustice est justifié ? La réponse elle est évidente à partir du moment où le MJ dit « c'est comme ça que l'histoire devait se dérouler ». À ce moment précis, il a perdu de vue un principe fondamental en JDR, c'est que ce sont les PJ qui décident de l'histoire de leur personnage. Le MJ propose un monde, des forces, des conséquences, mais jamais il décide à la place d'un joueur de ce que son personnage devient intérieurement. À partir de ce constat simple, oui, le sentiment est justifié et c'est inutile de disséquer cette histoire. Ce que je vous propose à la place, c'est de se demander comment elle aurait pu être sauvée, parce que le concept de départ est franchement bon. La lumière omnisciente qui brûle tout ce qu'elle juge mauvais, c'est fort, c'est visuel, c'est choquant,
Et surtout, c'est extrêmement fertile en débat. C'est pas un bien simpliste, c'est un jugement permanent, implacable, qui amène des avis avec des nuances morales énormes. Rien que ça, c'est une idée de monde très puissante. Et la possession démoniaque, insidieuse, lente, pas explosive, c'est une excellente idée aussi. Une corruption qui ne se révèle pas par un gros twist brutal, mais qui s'installe doucement, qui brouille les repères, c'est exactement le genre de choses qui peut créer du jeu profond. Le vrai problème dans cette histoire, c'est pas la possession, c'est que le joueur a perdu toute liberté d'interprétation de son personnage. Il subit les révélations a posteriori, donc la clé pour réparer cette campagne, c'est simple, il faut lui faire comprendre qu'il lui arrive quelque chose sans jamais lui retirer la main. On reprend au moment où le PJ est possédé par une entité qui cherche à l'éloigner de la lumière. À partir de là, le jeu doit devenir subjectif. Ce que je propose, sa perception du monde peut commencer à diverger de celle des autres joueurs. Là où le groupe voit une ruelle immonde remplie de pêcheurs brûlés et suppliciés, lui voit une avenue splendide, propre, bordée d'hôtels luxueux et de gens souriants, purifiés par le feu. Pas pour le piéger, mais pour qu'ils en parlent entre eux, pour que le joueur comprenne que sa vision est peut-être pas fiable, et qu'il puisse choisir, en toute connaissance de cause, s'il continue à lui faire confiance ou pas. On peut même aller plus loin. La brûlure du soleil, elle peut devenir de moins en moins douloureuse pour lui, puis agréable, voire réconfortante, à mesure qu'il commet des péchés. Là, l'alarme, elle sonne clairement pour lui et pour les autres PJ. Et encore mieux, on peut aller jusqu'à lui donner des bonus mécaniques quand il s'éloigne de la lumière. De vrais avantages tentants, assumés. Et là, le joueur, il sait ce qu'il fait. Il sait que c'est louche, mais il choisit toujours en connaissance de cause. Et même s'il décide de rester sage, on a instauré que la tentation existe sans qu'il perde la main. Ensuite, que le groupe enquête ou pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les informations qu'il découvre, elles servent pas à corriger le personnage, mais à nourrir sa décision finale. Et tout converge vers ce choix final. Est-ce que tu restes du côté de la lumière, ou est-ce que tu vas vers les ténèbres qui te font du bien quand tu les embrasses, même si tu sais que tes compagnons désapprouvent, même si tu sais que le feu est probablement une illusion. Et là, seulement là, l'histoire devient forte. Parce que le joueur décide, parce que le personnage existe au travers de ses décisions, et parce que le MJ n'écrit pas une destinée, il propose deux chemins et laisse le joueur choisir celui qu'il veut emprunter. Pour la deuxième histoire, j'ai cherché un exemple de campagne qui brille quand le MJ laisse la place à ses PJ d'écrire leur propre histoire, mais en fait il y en a des tas. C'est peut-être même le cas de toutes les campagnes qui se passent bien tant ça me paraît nécessaire, et on en a déjà traité quelques-unes sur cette chaîne. Du coup, plutôt que de vous sortir un contre-exemple idéal, je vous propose autre chose, un texte qui raconte une campagne où le curseur a été poussé à fond dans l'autre sens, une partie où les joueurs ont tellement pas leur mot à dire que ça en devient comique. Alors démarrez l'Impala, lancez une bonne cassette, c'est l'heure de chasser. Ou pas. Ça s'est passé il y a quelques années, mais comme je suis retombé récemment sur ma fiche de personnage, ça recommence à m'agacer. À l'époque, j'étais MJ pour une table et l'un des joueurs voulait essayer de maîtriser à son tour. Il avait fait quelques RP sur forum et il voulait tenter l'expérience du MJ dans un jeu où ce sont les dés qui tranchent. Très bien. Comme son dernier RP forum était basé sur un gros animé où tout le monde jouait des personnages de la série, on l'a prévenu dès le départ. Nous, on joue que des personnages qu'on crée nous-mêmes. Mon ami et moi détestons jouer des personnages canons ou des personnages pré-tirés. Il passe quelques jours à plancher dessus et revient avec son idée. Il veut nous faire jouer une campagne Supernatural pour moi et mon ami. Mon ami faisait déjà partie de la table et a dit pourquoi pas. Première chose qu'il nous impose, ne surtout pas regarder Supernatural. Pas du tout. De mon côté, je n'avais vu qu'un épisode à l'époque, aujourd'hui encore seulement 2. On commence à discuter des personnages. Je pensais jouer un personnage masculin, mon ami voulait jouer une femme. Premier problème, lui voulait qu'on joue tous les deux des hommes. On continue à discuter, et il ajoute qu'on devrait être frères. Bon, ça passe encore. Mon ami commence alors à imaginer un personnage de type assassin insolent, et là, nouveau verrouillage. Il veut qu'on joue un duo, sportif débile et intello rat de bibliothèque. À ce stade, mon ami et moi sommes déjà un peu agacés et on commence à comprendre où il veut en venir. Cela dit, son concept pouvait vaguement coller au côté sportif, et moi je pensais déjà partir sur un personnage plutôt calme et nerd, donc on laisse passer. On discute ensuite de nos backgrounds, relations, personnalités, loisirs, ce genre de choses. Le MJ rejette systématiquement nos idées, encore et encore, jusqu'à décider à notre place que nos personnages ne se parlent plus à cause d'événements qu'il refuse de nous expliquer et qu'il fixe aussi ce qu'on a ou n'a pas le droit d'aimer comme hobby. Mon amie est clairement énervée à ce stade. Elle m'envoie des messages pas très sympas en privé, mais reste correcte sur le chat de groupe. Moi j'espérais encore que ça irait mieux une fois la partie lancée. Puis vient l'apparence physique de nos personnages. Je dis que j'aimerais une esthétique Dark Academia, subtile, pas un Dracula caricatural. Mon ami part sur quelque chose qui colle à son côté assassin. Apparemment c'était suffisamment proche de ce qu'il voulait pour qu'il accepte. Je dis ensuite que mon personnage porte des lunettes, premier refus catégorique. Je ne me souviens même plus exactement de la raison, je passe outre et j'ajoute que mon personnage a les cheveux noirs, longs jusqu'à la taille, nouveau refus.
Immédiatement, mon ami précise que son personnage aurait des cheveux blonds et des tatouages, refus aussi. En fait, il voulait qu'on ait une apparence similaire aux personnages principaux de la série. Il voulait qu'on joue Sam et Dean, alors même que nous avions clairement dit qu'on ne jouait que des personnages originaux. La discussion a forcément dégénéré. Il soutenait que c'était son jeu, qu'il avait le droit de décider de tout ça, et que c'était pas si grave. Finalement, mon ami et moi lui avons dit qu'il pouvait la garder, sa compagne. Nous n'avions aucune envie de jouer à un jeu où on n'a pas le droit de créer nos propres personnages et où très probablement il aurait fallu deviner exactement comment les choses se passent dans la série sans jamais pouvoir proposer nos propres solutions. D'autant plus que j'avais déjà eu ce genre de problème avec lui quand il était joueur. Il l'a très mal pris et ne nous a pas parlé pendant 1 mois. Nous ne sommes plus amis aujourd'hui à cause de la manière dont il a réagi lors d'un autre jeu de rôle, mais ça c'est une toute autre histoire. Bon bah, y a rien à analyser ici, tout est dit en fait, juste faites pas ça. Voilà. Si vous avez trouvé ça difficile à croire, attendez de voir ce qui se passe quand un MJ pète un câble monumental parce que ses joueurs refusent de suivre son script à la lettre. J'en ai justement parlé dans une autre vidéo où le chaos et les crises de nerfs atteignent un tout autre niveau. Je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une belle année 2026 et j'espère que vos résolutions tiendront longtemps. À la semaine prochaine.